Oui, merci Monsieur le Président. Donc, je remercie tout d'abord les organisateurs pour les 10e journées d'AMELPS et tous les bureaux qui ont dirigé l'AMELPS et cette continuité et pérennité. Donc, on vous remercie encore une autre fois de nous inviter, de m'inviter pour parler de maladies réémergentes. Et pour commencer, pour introduire, je dirais que tout à l'heure, professeur Hamami, il était bien dans cette rubrique-là, parce que les infections à bactéries multirésistantes, ce sont des infections émergentes et réémergentes, parce qu'ils posent un problème important. Alors, par rapport les définitions, la maladie émergente, donc il y a plusieurs définitions, mais j'ai adopté cette définition. C'est une maladie dont l'incidence réelle augmente de manière significative dans une population donnée, d'une région donnée, par rapport à la situation habituelle de cette maladie. Les maladies réémergentes, en fait, sont les maladies, d'une part, transmissibles, connues qui réapparaissent, souvent sous une forme différente, plus sévère. Par exemple, la grippe, de temps en temps, elle réémerge comme infection, et on a vu cette évolution cyclique de cette maladie réémergente, mais ce sont d'autre part aussi des maladies connues qui sortent plus ou moins rapidement des fluctuations moyennes habituelles. En fait, les maladies réémergentes peuvent être en rapport avec une certaine variance d'un pathogène connu, le virus de la grippe, donc, et cette variance pathogénique, mais elle peut apparaître dans une région antérieurement indemne, mais qui existait ailleurs, on va voir tout à l'heure les exemples, ou une maladie qui est quasiment disparue, mais qui réapparaît, et enfin, maladie devenue résistante aux traitements, tels que les traitements antibiotiques que nous avons vus tout à l'heure. À l'heure actuelle, en fait, maladie émergente, réémergente, maladie nouvelle, émergente, mais il y a parfois certaines composantes qui nous mettent dans une situation de fausse émergence. Et là, je cite l'exemple de la médiatisation. On a vécu dernièrement, par exemple, l'hépatite A, cette médiatisation et bien sûr l'impact sur la prise en charge de cette infection, sur la réalité des choses, et je vais essayer d'en parler. Donc, les fausses émergences peuvent être dues à une amélioration des outils de diagnostic et de dépistage. Les techniques de diagnostic par la PCR a permis quand même d'avoir une idée plus claire sur l'épidémiologie et la circulation de certains agents pathogènes. Je vais citer tout à l'heure la coqueluche. L'amélioration des modalités de surveillance épidémiologique et à la fin, donc, ce développement de la médiatisation et la Tunisie après la Révolution avec la médiatisation et les réseaux sociaux. Donc, il y a un vrai problème donc, entre l'émergence et les fausses émergences. En fait, les maladies émergentes et réémergentes peuvent être donc des maladies bactériennes, peuvent être des maladies parasitaires, peuvent être des maladies virales, mais elles seraient dans 75% des cas des zoonoses. Alors, je vais commencer tout d'abord par la tuberculose. La tuberculose zoonose ou la tuberculose zoonotique. Est-ce que véritablement c'est une réalité dans notre pays ou non? Alors, on sait très bien que dans notre pays, il y a un programme national de lutte contre la tuberculose. La gratuité de soins, de suivi, de surveillance et l'observance, la surveillance de l'observance au traitement, et que la tuberculose, sur le plan épidémiologique, donc, elle a connu depuis les années 90, tout d'abord une baisse, jusqu'à l'an 2000-2002, puis une petite réascension, légère augmentation, puis une stabilisation. Si on regarde un petit peu l'évolution de l'incidence de la tuberculose selon la localisation. Donc on a dit qu'il y a une baisse, il y a un programme national, etc. Mais il y a une petite réascension. Et entre 2010 et 2015, si on regarde un petit peu, l'incidence de la tuberculose par 100 000 habitants a augmenté depuis les années 2014, 2015 et 2016. Mais c'est dû essentiellement à la tuberculose extra-pulmonaire. Neuroméningée, ostéo-articulaire, mais surtout la tuberculose ganglionnaire. Vous voyez que la tuberculose ganglionnaire dans notre pays constitue quand même actuellement un problème de santé publique. Ça fait quelque temps dans la région de Gabis.
On nous a appelés, et c'était mon ami Mouchad Rebel, il s'inquiétait par rapport à la tuberculose ganglionnaire, les équipes de l'ORL, parce qu'ils ont constaté qu'il y a une augmentation du nombre de cas. Là aussi, en Tunisie et à Sfax, aussi, vous allez voir que c'est en augmentation. Alors, l'enquête nationale qui a été réalisée en 2013-2014, qu'est-ce qu'elle a montré? Et le nouveau dans la tuberculose ganglionnaire, qui est les 2/3, voire même plus, sont dus à ce qu'on appelle le Mycobacterium bovis. Et ce n'est pas le Mycobacterium tuberculosis. Ce n'est que dans 46,1% des prélèvements à culture BK positive. J'ai pris cette diapositive pour le suivi épidémiologique. Et regardez bien cette diapositive, à Sfax, dans la région de l'Hanch. Dans la région de l'Hanch, vous voyez que ce qui est en jaune, ce sont la tuberculose ganglionnaire. Et tout ça, normalement, ça doit être pris en considération, et dans la prise en charge, bien sûr, il y a d'autres régions, là où la tuberculose ganglionnaire domine la situation et en augmentation. Tuberculose ganglionnaire, en fait, c'est un diagnostic présomptif. C'est un diagnostic qui se pose sur la clinique, sur les éléments biologiques, mais essentiellement sur l'anapathe. On fait l'anapathe, et on obtient le résultat. La confirmation microbiologique reste quand même de certitude, reste très difficile. Ça demande des moyens, ce sont des formes possibles bacillaires, et donc il faut s'acharner, utiliser tous les moyens et nouvelles méthodes de diagnostic pour identifier la bactérie et donc retenir le diagnostic d'une tuberculose à Mycobacterium tuberculosis ou bovis. Tuberculose zoonotique. C'est essentiellement c'est une tuberculose qui est due au Mycobacterium bovis. La contamination, comment elle se fait? Soit par ingestion de lait cru et les produits laitiers contaminés, et là on rentre dans la sécurité alimentaire, dans la consommation de lait, et la Mycobacterium bovis, ce n'est pas l'unique agent qui est transmis par le lait contaminé, ou, bien sûr, chez les éleveurs et par voie aérienne, un contact étroit avec les animaux infectés. Alors, la localisation par rapport au Mycobacterium bovis, c'est essentiellement la localisation cervicale, d'accord, comme adénopathie, plus ou moins digestive. Sur le plan thérapeutique, sur le plan clinique, en fait, il n'y a pas de différence entre Mycobacterium tuberculosis et Mycobacterium bovis. C'est le même tableau clinique, l'anapathe c'est la même, ce n'est que la microbiologie de certitude qui permettrait ou permet de faire la différence. La seule différence, c'est le traitement par la résistance à la pyrazinamide, sinon c'est sensible au reste des antituberculeux et le schéma thérapeutique n'est pas différent. C'est un problème de santé publique. Si on a vu un petit peu l'ascension, si on a vu un petit peu l'identification, les 2/3, presque 80%, c'est Mycobacterium bovis. Que faut-il faire? Il faut prévenir avec les partenaires. C'est un problème de santé publique, mais c'est un problème qui touche les autres secteurs. Promouvoir et instituer sur la sécurité alimentaire, consommation de lait pasteurisé ou stérilisé et les autres, et là il y a un gros travail à faire, et bien sûr la déclaration obligatoire. Alors maintenant, on va passer à une deuxième infection bactérienne. C'est la coqueluche à l'ère des vaccins. Ce qui est déclaré au ministère de la Santé publique, c'est aux alentours 6 à 8 cas par an. Et là, je parle sous le contrôle de professeur Adnan Hamami. C'est ce qui est déclaré 6 à 8 cas de coqueluche dans toute la Tunisie par an. Est-ce que c'est la réalité ou non? Alors, si on regarde un petit peu, il y a deux publications. La première publication qui émanait de l'équipe de l'hôpital d'enfants, dirigée par professeur Amel Keshrid, et vous voyez là, on parle de réémergence de la coqueluche en Tunisie. Et là, c'était une étude qui concernait essentiellement les enfants, et donc on commence à parler d'une réémergence de la coqueluche devant différents tableaux cliniques, parfois atypiques, mais parfois sévères. On était il y a quelque temps dans la période de la bronchiolite. La bronchiolite, oui, c'est d'origine virale, mais l'association avec la coqueluche est possible. Et la sévérité aussi pourrait être à cette association. Donc, il faut aller chercher. La deuxième publication, donc, émanée de l'équipe de professeur Adnan Hamami, et là je parle aussi sous le contrôle de Adnan, par rapport à cette publication, les cas
qui a intéressé essentiellement les enfants qui ont été adressés ou hospitalisés, aussi bien dans le secteur public que le secteur privé aussi, pour suspicion de coqueluche. Et ce qui ressort, c'était une étude qui a été faite entre 2013 et 2014. Ça concernait 136 enfants et suspicion de coqueluche. Alors, après les études sérologiques, les études microbiologiques, 38,2%, ils ont eu une confirmation de la coqueluche. C'est un nombre qui n'est pas négligeable et bien sûr, il y a l'apport de la PCR en temps réel. Et les parents aussi, ils ont eu des prélèvements. Parmi les parents des enfants, il y a eu 20 prélèvements et parmi les 20 prélèvements, 8 prélèvements étaient positifs. Donc aussi les parents étaient touchés par la coqueluche. Symptomatique ou asymptomatique? Beaucoup de questions qu'on se pose. Il y a un paradoxe. La coqueluche augmente chez l'adolescent et l'adulte dans beaucoup de pays où la population infantile est bien vaccinée. C'est bien vacciné, notre schéma de vaccination. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Même en Europe, même aux États-Unis et dans d'autres pays, donc on assiste à une augmentation malgré la vaccination. Meilleur diagnostic, oui. La PCR, on y pense, on demande des prélèvements, oui. Mais efficacité du vaccin limitée, c'est oui aussi chez l'adulte. Et bien sûr, là, je parle de la circulation de la bactérie dans la population. Alors, la coqueluche, les symptômes cliniques sont variables. Si on prend un enfant non vacciné, un nourrisson ou nouveau-né, bien sûr, il faut s'attendre à avoir des formes graves du nourrisson. Vous savez que c'est parmi les causes de mortalité chez l'enfant et chez le nourrisson, la coqueluche. Et des formes typiques de l'enfant aussi non vacciné. Par rapport aux personnes vaccinées, qu'est-ce qui va se passer? On peut avoir des formes atténuées ou bénignes de l'adulte et de l'adolescent. Le portage asymptomatique qui est fréquent, sous-estimé et qui est cause de circulation et qui va toucher les nourrissons et les enfants. Et bien sûr, la toux prolongée, la toux chronique, elle pourrait avoir comme cause la coqueluche. Diagnostic biologique difficile, PCR, on peut la faire sur le prélèvement du nez au niveau de la gorge ou éventuellement l'arbre respiratoire si c'est possible. La PCR, si elle est positive chez l'adulte, elle peut être utile pour le diagnostic de la coqueluche chez l'enfant. L'avenir par rapport à la coqueluche, c'est qu'il faut estimer exactement la circulation du pathogène. Il faut l'étudier, rechercher les formes atypiques et les portages simples autour d'un cas. Maintenant, je passe à une autre maladie réémergente. C'est les hépatites virales de la résurgence à l'éradication. J'ai mis résurgence ou réémergence, c'est la même chose. Alors, je vais commencer par une enquête qui est toute récente, une enquête nationale de prévalence des hépatites virales A, B et C en Tunisie. Et on est parti d'un échantillon randomisé qui comportait 22 275 prélèvements pour arriver à des résultats exploitables et des résultats reçus à 18 592 résultats et qui va nous permettre d'avoir une idée sur la prévalence de ces hépatites virales en Tunisie. Commençons par l'hépatite B. Ce qui a été recherché par rapport à l'hépatite B, c'était l'antigène HBS et l'anticorps anti-HBC de l'hépatite B. Alors la prévalence nationale, c'était de 1,8% en Tunisie. Et si on voit la répartition géographique, donc c'est hétérogène en Tunisie, l'hépatite B, et vous voyez que le centre-ouest, le sud-ouest, le sud-est, les plus touchés, et le centre-est, les plus touchés par l'hépatite B, avec une incidence qui est aux alentours de 2 à 3%. Certes, en Tunisie, après l'introduction de la vaccination de l'hépatite B, il a eu un impact positif sur l'ensemble de la population.
mais il reste encore une hétérogénéité de distribution de l'antigène HBs dans le pays. Et ce qui nous reste à faire après presque 20 ans de l'introduction de la vaccination, c'est de renforcer le dépistage, plus spécifiquement orienté vers les régions les plus touchées et les groupes à risque. Qu'en est-il par rapport à l'hépatite C? La prévalence nationale de l'antivirus hépatite C est faible, 0,87 par rapport à d'autres pays, si je cite l'exemple de l'Égypte. Mais ça serait intéressant de regarder ce qui se passe dans tout le pays, et cette carte, en fait, montre bien que la région du nord-ouest est la plus touchée, presque 33,4%. Là où la prévalence, elle est aux alentours entre 2,20 et 4,10% à Béja. Un chiffre antérieur dans les années 90, fin des années 90, début des années 2000, la région de Béja, c'était 1,2%. On est à 4,10%. Certainement, il y a beaucoup de questions à se poser. Et pas forcément que j'aurai la possibilité d'y répondre. Alors, l'hépatite C, et avec cette prévalence, en 2016, il y a eu un programme, un plan national d'élimination de l'hépatite virale C en Tunisie 2016-2023. Ce plan se base tout d'abord, sur l'accessibilité à des traitements sûrs, abordables et efficaces, donnant un taux de guérison supérieur à 90%. Donc, ce plan national a déjà commencé et le traitement se base sur les nouvelles molécules qui sont plus efficaces et plus sûres et plus abordables, qui permettraient donc de donner un taux de guérison supérieur à 90%. Ce qui nous reste, c'est continuer le dépistage ciblé dans les zones et les populations à risque et bien sûr maîtriser les facteurs de risque dans la prévention. On a entendu parler trop ces derniers jours de l'hépatite virale A. Certainement, on en a vu tous dans son cabinet, dans son lieu d'exercice, l'hépatite A avec la médiatisation, avec les Facebook, etc. Donc, l'hépatite A, c'est la moyenne de 600 cas par an, mais il y a une fluctuation cyclique. Regardez bien ce qui s'est passé en 2007. Par la suite, il y a eu une baisse. 2011, c'était la révolution par rapport à l'hépatite A. Puis, en 2016-2017, c'est un nombre très, très, très important. Et je dois citer quelque chose. Dans notre pays, ce qui se passe avec l'amélioration des conditions d'hygiène, il y a une transition épidémiologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes dont l'âge est inférieur de 30% ne sont plus immunisées. De 30 ans. Donc, moins de 30 ans, la prévalence, elle est de 42,2%, alors que chez l'adulte, elle peut aller jusqu'à 89,3% au-delà de 30 ans. Le virus de l'hépatite A demeure endémique en Tunisie et circule à des taux élevés dans les eaux usées brutes. C'était une étude qui a été faite à Monastir. Il existe, il circule. Il a été détecté dans les zones côtières tout au long de l'année, avec un pic surtout dans la saison estivale et dans la saison automno-hivernale dans le centre-ouest. Ce qui s'est passé en 2016-2017, c'est qu'il y a eu une éclosion de plusieurs foyers et des investigations épidémiologiques et environnementales ont été réalisées. Ce qu'on retient, le milieu scolaire était le plus touché et les conditions d'hygiène étaient précaires après toutes ces investigations. Il faut insister sur l'amélioration de l'assainissement et la disponibilité d'eau potable. Et on commence à parler de la vaccination post-exposition. Il y a un programme du ministère de la Santé publique dans les foyers où il y a un premier cas d'hépatite A récent datant de moins de 14 jours, discuter la vaccination de tout le foyer et éventuellement de l'entourage familial et communautaire. Pourquoi? Bien sûr, pour limiter donc surtout le nombre de cas et en attendant bien sûr un programme
national de vaccination par l'hépatite A qui est en train d'être discuté, qui n'a pas été encore approuvé. Mais tout ceci, avec tout ceci, on doit insister sur les conditions d'hygiène et l'eau potable qui n'est pas toujours disponible dans certaines régions de notre pays. L'hépatite virale E, je dois en parler. L'hépatite virale E, en fait, ce qui est récent dans notre pays, dans le monde, il existe deux types d'hépatite E. Nous avons entendu avant de l'hépatite E une maladie du péril fécal, dont le premier réservoir c'est humain. Hépatite A, hépatite E. La contamination c'est interhumaine, c'est le problème d'hygiène. Maintenant on parle d'hépatite E comme étant une maladie zoonotique. Là, on peut être infecté par la viande ou par le contact avec les animaux. Et cette maladie zoonotique contient un regain et une augmentation, surtout dans les pays en voie de développement. La séroprévalence en Tunisie, je n'ai pas des chiffres, mais il y a des études, mais on attend toujours des études bien précises. Et par rapport à l'hépatite E, les formes cliniques sont très variées, elles peuvent être asymptomatiques. Chez la femme enceinte, l'hépatite E, une des premières causes d'hépatite grave, fulminante, voire même de décès. Et on parle maintenant de l'évolution vers la chronicité par rapport à l'hépatite E. Pour finir, un malade qui consulte pour une lésion ulcéro-nécrotique ou ulcéro-croûteuse qui évolue depuis quelques jours, et c'est la leishmaniose cutanée. Est-ce qu'on peut dire que c'est une maladie qui est négligée, qui est une maladie tropicale qui existe? Alors ce qui se passe, c'est une maladie qui continue à exister, qui réémerge ou qui émerge. Regardez bien cette courbe de la tuberculose cutanée. Donc entre 2006, 2007 et 2013, il y a une éclosion très 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 importante. Et encore plus, regardez la carte. Regardez cette distribution géographique. Ça a été limité. Au centre, maintenant, elle est à Sfax. Donc, c'est vrai, la leishmaniose cutanée zoonotique, c'est la plus fréquente. Elle concerne surtout le centre Kérouan, Sidi Bouzid et Gafsa, 75% des cas nationaux. Mais cette distribution, elle est en train de s'étendre. C'est un vrai défi pour la Tunisie, la leishmaniose. Difficulté d'instauration de programmes de contrôle d'envergure, très coûteux et difficile à mettre en œuvre. Et d'où l'intérêt de mener des actions de lutte multisectorielles. Et les autres infections réémergentes, certainement, il y en a d'autres, mais je me limite à ces infections-là et je vous remercie pour votre attention.